l'attestation de conformité par rapport à l'émission au Maroc. Sur la structuration, il y a un sujet que vous connaissez, je pense, si vous avez eu l'occasion d'assister aux autres workshops, c'est la structuration des soukouks. On parle de soukouks asset-backed et asset-based, selon que l'on est dans un schéma où le sous-jacent, on a un droit de propriété sur le sous-jacent, ou qu'on a un droit de jouissance sur le sous-jacent. Pour revenir à la définition initiale, de l'article 7.1 de la loi sur la titrisation, il semblerait qu'au Maroc, on soit plutôt dans le schéma où on est dans de l'asset-based et non pas dans l'asset-backed. On est plus dans ce schéma que dans l'asset-backed. Sachant, sans vouloir là encore affoler tout le monde, l'asset-based est remis en cause par pas mal de scholars, comme on les appelle, de Sharia Board à travers le monde. Alors, je ne sais pas si... je pense qu'on peut en rester là. Et puis ensuite, j'imagine qu'il y aura des questions auxquelles on essaiera de répondre. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire le texte tel qu'il a été modifié, enfin, le texte de la loi sur la titrisation tel qu'il a été modifié. Donc si vous avez des questions, on peut éventuellement en parler. Voilà. Merci Yassir pour cette présentation. Donc, je rappelle très rapidement les principaux points qui ont été évoqués. Donc, d'abord, un rappel des principales caractéristiques des soukouks, notamment en termes d'adossement à des actifs qui sont tangibles, la conformité à la charia. Ensuite, le deuxième point, c'est un rappel de la comparaison entre les soukouks et les obligations, juste pour préciser encore une fois que les soukouks, ce n'est pas des obligations islamiques. Ensuite, le troisième point sur lequel s'est attardé M. Orbel, c'est les définitions, notamment, je dis bien les définitions, et en relevant un certain nombre de points, notamment ce droit de jouissance versus ce droit de propriété. Également, il est revenu sur le fait que, vu la particularité des soukouks, peut-être qu'il aurait fallu qu'ils bénéficient d'un cadre légal spécifique. Ensuite, sur un certain nombre de points, notamment les opérations de pension sur des soukouks ou les opérations de titrisation de soukouks, qui me laissent en tout cas moi perplexe. Sur le rôle également du comité Sharia, et je crois qu'il a conclu par je dirais une phrase assommante, c'est que peut-être le texte de loi au Maroc ne prévoit que je dirais, les soukouks asset-based qui ont été remis en cause, je dirais notamment au Moyen-Orient, et c'est le fatwa dont je parlais tout à l'heure, le fatwa de Taqi al-Uthmani, qui entre autres relevait un certain nombre de points, notamment le fait que les soukouks qui étaient émis étaient principalement des asset-based. C'est pas la seule remarque qu'il avait eue, mais c'était l'une des principales. Alors, sachant que le texte a le mérite d'exister. Oui, exactement. On va terminer sur notre... On va partir de là et on va essayer de construire autour. Non, exactement. Il a le mérite d'exister et comme... on l'a tellement entendu. Comme j'avais rappelé, on est quand même géré sur une technique de financement qui est relativement nouvelle, encore une fois, qui n'a réellement démarré que dans les années 2004-2005. Donc on est sur une technique de financement au niveau mondial qui a une dizaine, voire une quinzaine d'années, même si en Malaisie, ils ont pris un peu d'avance par rapport aux autres pays. Alors, juste pour conclure, peut-être, avant de passer la parole à Si Mohamed, vous avez suivi probablement les débats en France ces dernières années sur les soukouks. Chaque année, on dit que ça va être l'année des soukouks. Jusqu'à présent, on attend toujours l'année des soukouks. Alors, ils ont introduit un régime fiscal, l'AMF a sorti je ne sais plus, une circulaire ou je ne sais pas quoi sur les soukouks. Ils ont créé la fiducie, ils essayent par tous les moyens d'essayer d'arriver à mettre en place quelque chose qui puisse permettre l'émission de soukouks en attirant les investisseurs qui sont sensibles aux soukouks et à leur conformité à la charia. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas toujours évident, dans un régime, ou plutôt dans un système de droit civil, d'intégrer, je dirais, des mécanismes ou des principes qui ne sont pas forcément nés dans ce système.
Alors on essaie de greffer un corps étranger, la greffe ne tient peut-être pas encore toujours, ça ne marche pas encore, mais ça va finir. Je veux dire, il faut simplement persévérer. Merci Yassir. Donc la parole à Sima Hamdalid. Merci. Merci Ali. Donc bonsoir tout le monde. Pour ma part, c'est aussi avec un réel plaisir que je participe à cet atelier, si je peux dire, sur les soukouks, pour parler de régime fiscal. Donc quand Saïd Amradir et Ali m'ont contacté pour me proposer de participer à cet atelier-là, bon, avant de répondre, j'ai essayé de faire des petites recherches pour voir de quoi je vais parler. Donc j'ai tapé soukouk, le sujet marocain, j'ai rien trouvé. Je me suis dit, je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire donc, dans cet atelier, puisque il n'y a rien réellement, sachant que sur le plan fiscal, on considère que toute disposition qui n'est pas prévue dans le sujet donc est haram. Hein, donc n'est pas applicable et n'est pas opposable. Donc je me suis dit que probablement je n'aurais rien à dire. Donc j'ai pris un petit peu le texte sur la titrisation, sur lequel donc nos amis que je salue de Maghreb Titrisation ont travaillé pendant une année et qui également a permis d'aboutir à quelques modifications au niveau du Code général des impôts par la loi de finances 2013. Et c'est ce qui a permis un petit peu de, je dirais, d'ouvrir une petite porte, hein, comme l'histoire qu'on a toujours raconté l'anecdote, dans l'avion qui tombe, il trouve quoi dire hein, donc, dans le sujet. Donc j'ai trouvé que, même si le sujet ne traite pas des soukouks, il y a cette loi que Yassir a brillamment exposée dans ses particularités, qui définit les soukouks et les classe parmi les titres pouvant donc être émis par les FPCT. Donc je me dis, c'est très bien. Donc, comme dans le sujet, il y a également quelques dispositions qui traitent des FPCT et qui traitent des titres pouvant être émis par les FPCT. Donc, voilà un petit peu le lien qu'on peut établir pour pouvoir trouver et définir quelques dispositions fiscales qui peuvent intéresser les soukouks. C'est pour cela qu'on dit, dans l'absolu, le sujet ne traite pas de manière expresse des soukouks, mais les soukouks en tant que titres pouvant être émis. Et c'est les mêmes remarques que Yassir a relevé tout à l'heure, lorsque la loi parle d'épargne, action ou ne parle pas de titre. Quand on n'utilise pas le terme titre, on pourrait comprendre que les soukouks ne sont pas visés, parce que les soukouks, effectivement, même en matière fiscale, dans quelques recherches que j'ai faites à l'étranger, on dit que c'est des titres sui generis, c'est des titres hybrides. Hein, donc chacun dit un petit peu la chose comment il le souhaite. Mais c'est ni d'épargne, ni des obligations, ni des actions, c'est quelque chose de particulier. Donc, mais avec l'utilisation de titres pouvant être émis par les FPCT, donc on peut, avec la nouvelle loi sur la titrisation, considérer que tout ce qui est régime fiscal prévu par le sujet qui s'applique aux titres émis par les FPCT, donc s'applique également aux soukouks. Et ce qui nous amène à parler un petit peu de l'ensemble des dispositions dans ce premier pavé, donc dans le rappel des dispositions légales fiscales qui peuvent nous intéresser. On va trouver que les soukouks donc, émis par les FPCT, donc les FPCT sont exonérés de l'IS de manière permanente. C'est une disposition claire donc, du CGI. Les intérêts servis aux FPCT sont exonérés de la retenue à la source, à la base. Donc le fonds de placement collectif en titrisation, quand il encaisse donc, des intérêts, ils sont exonérés. Bien sûr, on va voir tout à l'heure, quand ils sont versés au porteur, qu'est-ce qui va se passer. On a également introduit par la loi de finances 2013 cette disposition qui justement accompagne la nouvelle loi sur la titrisation, qui est celle de neutraliser la plus-value sur les cessions d'actifs par l'établissement initiateur au fonds de placement collectif en titrisation. Donc quand je vends le sous-jacent au FPCT, la plus-value que je réalise donc, n'est pas imposable, sauf si l'une des parties est défaillante et que le retour n'aura pas lieu à la fin. Dans ce cas, on considérera qu'il y a imposition.
justement pour les porteurs, et c'est très important, je ne sais pas si ça va choquer ou pas, mais sur le plan fiscal, si j'applique les choses telles qu'elles sont, eh ben, les revenus des sukuk seront considérés fiscalement comme des intérêts. Parce que les titres des FPCT, le revenu des titres des FPCT sont classés dans le Code général des impôts comme étant des produits de placement à revenus fixes. D'accord? Donc, qui seront donc taxés, hein, donc, comme vous le savez tous, par voie de retenue à la source, selon la résidence du porteur, soit à 20% ou même 30% ou 10% en fonction de la qualité du porteur et de sa résidence. On est allé même plus loin pour dire que les produits servis, et là je reprends le texte marocain, les produits servis dans le cadre des opérations de tétrisation sont passibles de la TVA, et la TVA elle est retenue à la source par l'établissement initiateur. Donc ça conforte, d'accord, le caractère d'intérêt au sens fiscal, je dirais, de revenus générés par les titres des FPCT, y compris le sukuk, puisqu'il n'y a pas d'exclusion. Bon, on peut se poser une question à ce stade parce qu'on parle de la TVA qui serait retenue à la source, donc on ne sait pas si c'est la TVA sur le flux qui remonte de l'établissement initiateur au FPCT ou c'est la TVA sur toute l'opération de l'établissement initiateur jusqu'au porteur des sukuk. Et en relisant attentivement la circulaire de loi de finances 2013, on peut comprendre que c'est la TVA sur toute l'opération de tétrisation. On a même instruit, on fait un sujet d'exonération de droits d'enregistrement pour les FPCT et pour tous les mouvements qui peuvent affecter les actifs sous-jacents à une opération de tétrisation et donc qui peut intéresser également, qui peut accompagner une émission de sukuk, aussi bien à l'aller qu'au retour, avec une exonération également en matière de droits de conservation foncière. Voilà un petit peu ce qui existe au Maroc, et je passe au deuxième point. Je n'ai pas fait de recherche en allant vers l'Orient, donc je me suis intéressé beaucoup plus au cas français, parce que, considérant que comme on a quand même une fiscalité, je dirais, structurée de la même manière, le jour où on va commencer à penser, donc peut-être à mieux clarifier le sujet, on va vers la France. Eh bien, il y a l'ordonnance du 23 juillet 2010 en France, qui est publiée au bulletin officiel des impôts français, qui a d'ailleurs défini les sukuk d'investissement comme des titres financiers hybrides. Donc ça confirme un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, ce n'est ni des actions, ni des parts, ni des obligations, mais qui a retenu également le principe que la rémunération des porteurs des sukuk est considérée comme un intérêt. C'est un intérêt, quel que soit d'ailleurs l'émetteur, parce que là au Maroc on parle de sukuk émis par les FPCT. L'instruction en France traite des sukuk en général, quel que soit l'émetteur qui peut donc émettre ces sukuk-là. Donc c'est un intérêt. Et on en tire un certain nombre donc, de conclusions ou de réponses à certaines questions, parce que chez nous au Maroc, comme le FPCT est exonéré d'impôts, on s'en fout quelque part un petit peu de la comptabilité au niveau fiscal chez les FPCT. Qu'est-ce qui va être déductible, qu'est-ce qui ne l'est pas, etc. Parce que de toutes les façons, il y a une exonération de FPCT. Et comme l'ordonnance française s'adresse à toutes les méthodes de sukuk, donc ils ont posé la question, quel serait le régime chez l'émetteur? Donc celui qui émet du sukuk, est-ce qu'il a le droit de comptabiliser une charge pour faire face à la rémunération qui sera versée au porteur des sukuk? Donc on vous dit, je vais vous compliquer la vie par quelques détails, mais c'est important, on vous dit, effectivement l'émetteur peut constater une charge fiscalement déductible pour faire face à la rémunération qu'il va verser au porteur donc, des sukuk, mais cette charge déductible doit correspondre à ce qu'ils appellent le taux de profit espéré. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une émission, il y a un revenu cible qui est fixé quelque part. Bon, il est fixé, ça pose un problème par rapport, encore une fois, à autre chose. Hein, d'accord? Donc, espéré, l'on appelé espéré, le TPE, hein, TPE. Donc, et on dit qu'on a le droit de déduire une charge égale à l'équivalent du TPE, qu'on va d'ailleurs déduire comme si c'est un intérêt couru avec le principe que les comptables et les fiscalistes connaissent en matière de rattachement. À chaque année, on comptabilise le TPE. Et comme on vous dit la rémunération
est plutôt lié à une performance d'un actif sous-jacent quelque part. Donc, chaque année, la performance générée peut être inférieure ou supérieure donc, au TPE. Et dans ce cas, on vous dit, vous pouvez faire un compte de provision que vous allez monter chaque fois que la performance est supérieure au TPE et que vous pouvez utiliser chaque fois que la performance est inférieure au TPE. Mais ce compte-là, ces mouvements qui affectent ce compte de réserve, eux, ne sont pas reconnus fiscalement. Donc, la dotation n'est pas déductible et la reprise n'est pas imposable. Mais ce qui est important, c'est que, pour moi, ce qui est important, ce qu'on dit, c'est en fait des intérêts. D'ailleurs, si le porteur